Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous dominical sur Pyramide FM. Dominique est mort, la presse est en deuil. Pour la première fois, il se passe dans le monde des choses que nous avons l'habitude de voir dans les films. La fiction a pris corps dans un élément infiniment petit et désigné par les hommes sous le vocable coronavirus ou en abrégé Covid-19. Hollywood n'aurait pas pensé pareil. La science-fiction a elle-même subi des mutations et l'actuel scénario a visiblement échappé aux hommes. Même les émissions politiques ont perdu les traces des acteurs de scène. Les studios n'ont jamais été aussi remplis de médecins et autres acteurs de santé. Il se passe quelque chose d'historique dans le monde. Écoutez ces longs silences les soirs. Analysez ces stress qui pressent les organismes toute la journée. Pensez à toutes ces réflexions qui partagent en même temps des certitudes balayées d'un torrent d'incertitudes. De Paris à Milan, de New York à Genève, les maîtres du monde sont tous retournés sur les bancs des écoles, en réalité sur les bancs de Dame Nature. Elle a créé l'homme, elle a créé blanc ou noir, elle a créé riche ou pauvre. Et les hommes ont ajouté discrimination, égoïsme et domination. Les plus forts sont restés les plus forts, mais restent-ils toujours les plus forts devant la maladie? Covid-19 apporte des réponses au monde et pourtant c'est un élément infiniment petit. Combien l'ont déjà vu à l'œil nu? Dans quelle maison habite-t-il? Mais il se transmet. Il se transmet aux hommes, y compris ceux qui sont au sommet des États, y compris ceux qui sont au bas de l'échelle de notre société. La société des hommes se cherche un sauveur, elle veut un médicament ou un vaccin. L'instinct de survie pousse à de multiples théories. Le Togo et ses quelques millions d'habitants échappent à la crise sanitaire. Depuis quelques jours, le pays a installé son décompte journalier, des cas confirmés au décès. Le visuel informe l'opinion de la dangerosité du virus. Quelle est la nouvelle situation ce dimanche, habituellement qualifié dans certains milieux de jour du Seigneur? C'est vrai que les églises se sont tues, mais les Togolais n'ont jamais autant prié. Ils n'ont jamais autant cherché à savoir ce qui se cache dans ce virus. Combien de temps encore va durer la pandémie? La saison des pluies qui pointe à l'horizon devrait être une source de beau temps. Pourquoi autant de fausses informations propagées de façon virale comme le Covid-19? Seule bonne nouvelle, durant cette grisaille, la planète se porte mieux. Moins de pollution, d'accidents, d'infidélité, d'adultère, de péché, de vol. L'instant de cette pandémie, le monde n'est-il pas en train de ressembler aux premières descriptions de la Bible, celles des êtres humains? Les invités de ce D12, une nouvelle fois aux couleurs du Covid-19, sont le professeur Claver Dagnan de l'Université de Lomé et Adekami Richard. Il est psychologue au CHR Lomé Commune. Dans 30 minutes, ils auront le plaisir de répondre à vos préoccupations au 96 50 34 37 et 70 43 09 70. Chers invités, bonjour. Bonjour Pierrot. Comment vous allez? Très bien. Ça va? Oui, en fait, depuis quelque temps, il est rare d'écouter quelqu'un dire que ça va, parce que beaucoup de gens ont peur. Non, restons optimistes. Tout va aller. Ok. C'est la première fois que vous venez ici et nous allons faire un exercice pour commencer cette émission. Vous allez vous présenter à nos auditeurs, puisque moi je sais, vous êtes de l'Université de Lomé, mais j'en sais pas plus. Alors moi, c'est Claver Anoumou Dagnan, comme vous l'avez présenté tout de suite. Je suis professeur de microbiologie, spécialiste de virologie, et donc j'enseigne à l'Université de Lomé. Je suis aussi le coordonnateur du programme national de lutte contre le VIH-Sida. Et dans le cadre de la maladie à Covid-19, je fais partie des personnes ressources sur cette maladie, personnes ressources mises en place par le ministère de la Santé, en dehors du comité de crise qui est présidé par le ministre de la Santé lui-même. Mais justement, on a eu vent de cette cellule sectorielle consacrée à la gestion de cette crise. Quel va être son rôle? Alors cette cellule, elle est composée de plusieurs unités. Il y a une unité de surveillance, il y a une unité de prise en charge médicale, il y a une unité de communication, une unité de logistique. Et donc toutes ces unités vont travailler dans le but de pouvoir d'abord prendre en charge les cas qui sont diagnostiqués et surtout prendre des mesures pour limiter la propagation de la maladie. C'est vrai que la limitation de la propagation de la maladie, c'est l'autre grand défi qui s'offre à notre pays. Nous allons y revenir, mais Richard Dekambi, vous aussi, c'est la première fois que vous venez ici. Tout à fait, tout à fait. Et je vous remercie vraiment de nous avoir fait l'honneur d'être invités sur ce plateau aujourd'hui.
Et moi, comme vous l'avez dit, c'est Raoufou Richard Adékambi. Je suis psychologue clinicien de la santé en poste au centre hospitalier régional Lomé Commune. Que faites-vous là-bas? Je suis le chef service du service de psychologie médicale. C'est vrai que dans nos pays, c'est un exercice qui n'est pas assez connu quand on parle de la psychologie. Concrètement, est-ce que vous intervenez comme les médecins, vous faites des prescriptions, qu'est-ce que vous faites? Alors, le champ de la psychologie, c'est un champ, on parlera beaucoup plus de la santé mentale. Et quand on parle de la santé mentale, l'homme en général est composé de plusieurs dimensions, en l'occurrence 2 dimensions essentielles, l'esprit et le corps. Voilà. Le médecin s'occupe essentiellement du corps, le psychologue clinicien et de la santé s'occupe de l'esprit. C'est ce que je peux vous dire. Nous allons nous intéresser à ce centre, le CHR, puisque c'est là-bas que notre confrère Dominique Alizio a rendu l'âme ce vendredi. Nous profitons de l'occasion pour présenter les condoléances du groupe Média Birabi à la famille éplorée et à l'ensemble de la presse togolaise. Comment est-ce que vous avez accueilli ce premier décès? Comme tous les Togolais l'ont accueilli, c'est avec une profonde tristesse, une grande douleur que nous avons accueilli ce décès. C'est vraiment triste d'accueillir ce premier décès. L'objectif du gouvernement togolais et du personnel en charge de la prise en charge des personnes atteintes par le Covid-19 est de faire de son mieux pour qu'on n'ait aucune victime. Mais malheureusement, la vie en a décidé ainsi. Nous présentons encore une fois, comme vous venez de faire, notre profonde condoléance à la famille éplorée et au grand corps de la Corporation des journalistes togolais. Merci, professeur Claver Dagnan. La même question, comment est-ce que vous avez accueilli ce premier décès? Oui, c'est une tristesse. Toute l'équipe médicale qui est au CHR Lomé Commune est attristée. Et donc nous profitons aussi de cette occasion pour présenter toutes nos condoléances à la famille du défunt et à votre corporation. Quand nous regardons la télé tous les jours, c'est des contes macabres qui nous est servi en France, en Italie, en Espagne. On espérait y échapper. Malheureusement, le Togo vient d'enregistrer son premier décès. C'est un choc pour tous ceux qui sommes impliqués dans la prise en charge de ces patients. Avant ce décès, il y avait quand même eu cet article du confrère journaliste Ferdinand Ité qui a fait le tour des réseaux sociaux, notamment sur les conditions d'accueil, les conditions dans lesquelles les gens sont internés là-bas au CHR de Lomé. Vous qui travaillez là-bas, est-ce que depuis, est-ce que les choses ont un peu bougé? Merci. Les choses ont beaucoup évolué. Il faut dire que le CHR a été réquisitionné pour servir de centre de prise en charge des infections dans le cadre de la riposte au nouveau coronavirus. Et donc, il faut dire que le CHR est un centre hospitalier régional qui accueille toutes les maladies, les pathologies, tous azimuts, mais n'est pas totalement préparé pour la réponse à cette pandémie que nous accueillons. Et donc, les autorités sanitaires du Togo ont pris le problème à bras le corps et la réhabilitation de ce centre est en train d'être faite. Et je crois même que hier, le ministre de la Santé a même fait le tour pour visiter le bâtiment et toutes les infrastructures qui sont en train d'être mises en place pour bien accueillir, comme cela se doit, les patients qui sont déjà là et les nouveaux patients probables qui vont arriver. Professeur, c'est la même question? Oui, alors il faut noter que le CHR Lomé Commune, à l'instar de nos structures sanitaires, comportait quelques insuffisances en termes d'infrastructures, en termes d'équipement, en termes de ressources humaines. Et donc c'est
si vous avez suivi l'évolution, ce centre a été réquisitionné très rapidement pour pouvoir prendre en charge les cas souffrant de Covid-19. Et je vous dis, depuis une semaine, beaucoup de travaux sont en train d'être réalisés pour améliorer le cadre, améliorer l'accueil et mettre à la disposition du personnel des intrants, disons, des outils nécessaires pour une meilleure prise en charge. En tout cas, vous êtes à Lomé, vous pouvez faire un tour au jour d'aujourd'hui au CHR Lomé Commune pour voir les transformations qui sont en cours. On espère que ça va se poursuivre et surtout on espère qu'après cette crise, nous profiterons de cette occasion pour remettre à niveau nos structures sanitaires pour mieux se préparer pour les futurs défis éventuels dans le domaine de la santé. C'est sans doute l'une des grandes leçons qui sera tirée au sortir de cette crise qui frappe l'ensemble de la communauté humaine. Intéressons-nous maintenant à cette maladie, elle fait peur et tout le monde en parle et nous allons faire encore une nouvelle fois un peu de pédagogie et de la sensibilisation à l'endroit des auditeurs qui nous écoutent. Les gens ont peur. J'ai dit tantôt, y compris moi-même, je ne sais pas si nous avons des raisons d'avoir peur. Oui. Quand on suit l'évolution de l'infection due à cette maladie, on approche aujourd'hui les 600 000 cas rapportés dans le monde. Et on se rend compte que cette infection fait des victimes. Et tous les jours, c'est le nombre de décès qui sont servis. C'est pour dire que c'est un réel problème de santé publique. Et donc, nous reviendrons peut-être plus tard là-dessus en termes de mesures de prévention. Si nous ne faisons rien dans ce sens pour limiter la propagation, il faut savoir qu'un grand nombre de personnes sera contaminé et donc probablement un nombre encore plus élevé de décès. Raison pour laquelle nous devons, on connaît aujourd'hui l'agent infectieux, on connaît les mesures de prévention, raison pour laquelle nous devons tous aller dans le même sens pour la mise en œuvre de ces mesures pour freiner l'avancée de cette épidémie. Là, vous écoutez, le coronavirus en réalité ne doit pas signifier à la fin la mort. Ah non, faut pas. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a près de 600 000 personnes qui sont infectées dans le monde. Le nombre de décès, c'est entre 15 000, non, un peu plus, peut-être 30 000 de décès si on rajoute tous les chiffres. Cela veut dire qu'il y a forcément des gens qui vont guérir, c'est tout à fait normal. La preuve, la première personne qui était infectée au Togo a été déclarée guérie. Aujourd'hui, moi, je viens de sortir de la réunion de coordination. Il y a 5 autres patients qui sont également guéris. Et donc, dans tous les autres pays aussi, il y a des gens qui sont guéris. En Chine, il y a eu des guérisons. En France, il y a des guérisons. En Italie, il y a des guérisons. Donc, c'est vrai, ça fait peur, mais nous devons en même temps avoir de l'espoir que tout le monde ne va pas disparaître à cause de Covid-19. Et donc, on situe même le taux de mortalité autour de 3% dans les pays développés qui ont beaucoup de moyens. Peut-être ici, ce sera peut-être un peu plus élevé, mais dans tous les cas, il y aura des gens qui vont guérir. Et cette maladie ne va pas tuer tout le monde, c'est pas possible. Vous qui êtes le psychologue, que dites-vous à cette question? Parce que beaucoup de gens pensent que le coronavirus signifie la mort à la fin. Tout à fait, Pierrot. Souvent, quand on parle de maladies infectieuses, la plupart du temps, c'est des maladies qui tuent des gens, voilà, et surtout en termes de pandémie, ça tue des gens. Et donc, souvent, quand on parle de maladies, souvent, c'est des situations qui mettent à rude épreuve les conditions d'adaptation du genre humain. Et donc, c'est même la survie de la personne, de l'être humain qui est mise en jeu. Et donc, ça c'est une réaction normale, la peur chez l'individu. On ne va pas dire qu'à cause de cette maladie, les gens ne doivent pas avoir peur, c'est normal. Avec tous les chiffres qu'on nous envoie par les médias, partout dans le monde, c'est la vie de la personne qui est en jeu. Et donc, c'est une réaction normale de la part d'un être humain d'avoir peur. Le contraire,
moi, en tant que psychologue, m'étonnerait. Ça voudrait dire que la personne n'est pas un être, en guillemets, normal. Il y a un problème. Et donc, la peur, elle est là et c'est normal. C'est un mécanisme de défense pour l'individu de se protéger et d'avoir des conditions pour pouvoir faire face au danger qui est menaçant, qui est là. Maintenant, ça dépend de quel type de peur. Il y a la peur raisonnée et il y a la peur irraisonnée qui va faire qu'on va développer des comportements inadaptés. Et c'est ces comportements inadaptés qui vont même nous précipiter dans des choses ou bien dans des situations qu'on imagine. Voilà. Donc, la peur, elle est là, elle est réelle, ce qui est tout à fait normal, parce qu'on est en face à une situation où la vie, c'est-à-dire la vie de la personne est en danger, est menacée. Et souvent, quand on parle de cette maladie, les médias nous ont fait voir beaucoup, et donc les gens font le lien rapidement. Quand on parle de coronavirus, Covid-2, c'est égal mort. Parce que à chaque temps, quand vous ouvrez les médias, ce qu'on donne comme information aujourd'hui, tel nombre de morts, quel nombre de morts, tel nombre de morts. Et donc, les gens, forcément, le psychiatre fait le lien rapidement. Quand on parle de l'infection, on fait le lien directement avec la mort. Et l'angoisse de mort, tout le monde fait tout pour pouvoir y échapper. Vous êtes aussi dans ce studio pour nous rassurer, et c'est aussi l'objet de cet exercice, nous rassurer jusqu'à la fin de l'émission. Mais professeur, nous allons, comme je l'ai dit tantôt, faire une phase de la pédagogie, rappeler par exemple les mots de contamination. C'est vrai qu'on l'a rappelé plusieurs fois déjà, mais ce n'est pas de trop de le rappeler. Tout à fait. La contamination au Covid-19 se fait essentiellement lors de la toux et de l'éternuement. Lors de la toux et de l'éternuement, le malade va expulser autour de son entourage des gouttelettes, des petites gouttelettes qui vont contenir le virus. Et donc la personne qui est proche de ce malade-là, en respirant, va pouvoir inhaler ces petites gouttelettes-là et va aussi se contaminer. C'est la voie de contamination principale. Maintenant, cette personne, en toussant, en éternuant, peut aussi contaminer un objet, comme la table qui est ici, le poignet d'une porte ou autre chose. Et donc, quelqu'un qui vient mettre la main sur la table ou qui tient le poignet ou tient un objet sur lequel ces gouttelettes sont retrouvées peut se contaminer, donc avoir ces gouttelettes sur la main et en le mettant à la bouche ou en touchant le nez avec ou en touchant les yeux peut également se contaminer. Et donc c'est la deuxième voie de contamination. Je pense que c'est les deux voies principales par lesquelles on est contaminé par le Covid-19. On s'est dit que dans les échanges, comme on le fait là, si l'une des deux personnes le tousse ou l'éternue, le risque, il est quasi nul. Le risque est pratiquement nul parce que c'est au cours de l'éternuement et de la toux qu'on expulse les gouttelettes salivaires et les petites sécrétions qui contiennent le virus. Depuis quelque temps, on parle de plus en plus de prévention parce qu'on sait qu'on peut être contaminé par les éternuements ou le fait de tousser. Insistons sur la prévention. Que faire pour se prévenir? Alors, je crois que de par le monde et le Togo aussi, et dans les médias, on essaie de le dire. D'abord, la première des choses, comme le professeur vient de le dire tout à l'heure, comme on sait, les voies de transmission, la première des choses, c'est d'éviter de tousser au niveau quand on est dans les environnements approximatifs. Et donc c'est pour ça qu'il y a la distanciation sociale qui a été mise en place. Le minimum c'est 1 mètre pour que, comme le professeur vient de le dire tout à l'heure, quand la personne parle, éternue ou tousse, les gouttelettes ne puissent pas parvenir, les grosses gouttelettes surtout, ne puissent pas parvenir sur le visage, à la main et autres parties du corps de l'individu qui peut-être après va l'amener au niveau de sa bouche, de ses narines ou de ses yeux.
La deuxième chose, on vient de dire tout à l'heure, c'est la main. Souvent, c'est nos mains qui ramassent les microbes et tout. Et ce qui est très important, c'est pour ça que la notion de prévention en termes de lavage des mains est très très important. Il a été demandé de laver aussi régulièrement que possible les mains avec de l'eau et du savon, ou d'utiliser les gels hydroalcooliques pour se désinfecter le plus souvent possible. Parce qu'on sait que quand on se lève régulièrement les mains avec de l'eau et du savon, ou on utilise du gel hydroalcoolique, le coronavirus meurt, est détruit, complètement détruit. L'autre chose également, c'est éviter les situations où on se retrouve en grand groupe. Voilà. C'est pour ça que vous allez voir que depuis un certain temps, le gouvernement a pris des mesures assez, je ne dirais pas drastiques, où on voit que les églises sont fermées, les lieux de rassemblement, voilà, la plage, les églises, les mosquées, voilà, on a même au niveau des situations où ils peuvent avoir de grands rassemblements comme les funérailles ont été interdites. Voilà. L'autre chose également qui est très importante, c'est quand une personne tousse, on dit simplement de prendre le coude de la main, le creux du coude, pour pouvoir cacher, pour que les gouttelettes restent dans le creux du coude, ou bien d'utiliser un papier mouchoir qu'on va utiliser pour bloquer les salives, les gouttes salivaires, et de le jeter après. Voilà quelques mesures de prévention qui sont très importantes. Et je pense, ma foi, qui aujourd'hui peuvent nous aider, surtout nous vivant dans les pays au sud du Sahara, où les conditions de nos systèmes sanitaires n'est pas aussi, le plateau technique n'est pas aussi élevé comme les pays occidentaux qui peuvent nous protéger contre ce virus. La prévention, donc, elle est devenue importante, n'est-ce pas, professeur? Ah oui, tout à fait. Donc, je voulais aller dans ce sens et rajouter par rapport à ce qui vient d'être dit, le port de masque. Le port de masque fait partie des mesures préventives très importantes, même si ce ne sont pas des masques dédiés au personnel médical. Le fait de porter un masque quand vous toussez, ça va limiter la diffusion de ces gouttelettes salivaires. Je voulais rappeler aussi le lavage des mains. Le lavage des mains, si on a la possibilité, avec de l'eau et du savon, c'est très important. Si on n'a pas la possibilité et qu'on se déplace, donc on va utiliser les solutions hydroalcooliques. On peut en abuser, on peut abuser du lavage des mains à l'eau et au savon dans la journée. Plusieurs fois, ça ne gêne pas du tout. Et donc c'est sur ces mesures que je voulais revenir, tout en rappelant la distanciation. On a dit aujourd'hui pour réduire dans les réunions, pour réduire le nombre de participants, pour pouvoir séparer suffisamment les sièges pour réduire également la contamination. Et c'est aujourd'hui, c'est ce qui a été expérimenté en Chine, c'est les mesures préventives qui ont permis d'arrêter l'épidémie. Et donc, si nous mettons en œuvre ces mesures préventives, je pense que nous pourrons réduire significativement le nombre de personnes contaminées dans notre pays. Il y a une question autour du gel, et il semblerait qu'on ne doit pas en abuser. Le gel hydroalcoolique, du moment où vous avez été en contact, soit avec un objet, soit avec une personne, on a dit d'ailleurs de ne plus se serrer la main, on a oublié de le rappeler, dans la journée, dans le milieu médical, le gel hydroalcoolique est abondamment utilisé. Un exemple simple, quand un médecin fait la visite médicale, il passe d'un malade à un autre. Quand il finit l'examen d'un malade pour aller à l'autre malade, il utilise le gel hydroalcoolique. Si vous avez 10 malades, ça veut dire qu'en l'espace d'une heure, de 2 heures, vous allez utiliser 10 fois la solution hydroalcoolique. Ça n'a rien de dangereux du tout. Non? Du moment où vous avez été en contact avec un objet, ou avec une personne, ou avec... vous êtes dans une... Il y a des gens qui disent, après 1 heure de temps, il faut utiliser le gel hydroalcoolique pour enlever sur votre doigt, votre main, les saletés, les microbes que vous venez de ramasser. Donc, il n'y a pas une interdiction particulière à l'utilisation du gel hydroalcoolique. Sur la question du gel, toujours, depuis quelque temps,
il n'y en a pas suffisamment sur le marché, les prix sont devenus très élevés. Et vous avez fait le même constat que moi. Absolument. Aujourd'hui, il y a pratiquement plus de gel hydroalcoolique disponible dans les pharmacies de la place. Heureusement, les étudiants et leurs maîtres de la faculté des sciences de la santé, notamment le département pharmacie, a repris la fabrication des gels aujourd'hui, gel hydroalcoolique. Et toute la semaine, les gens passent à la faculté pour s'en procurer. Et donc, c'est une possibilité. La quantité, elle n'est pas très suffisante, on le reconnaît. Mais j'ai observé aussi que le ministre du Commerce a discuté avec un certain nombre d'entreprises sur place pour voir dans quelle mesure fabriquer le gel et approvisionner les sites. C'est un problème qui est mondial et donc on ne s'attendait pas que l'utilisation du gel hydroalcoolique allait devenir aussi importante et donc les stocks n'étaient pas disponibles. Mais l'université aujourd'hui, avec la faculté des sciences de la santé, c'est une possibilité. Pour ce qui concerne le lavage des mains, certains recommandent les cendres, par exemple. Est-ce que c'est efficace, les cendres? Alors, les cendres, ça a été démontré depuis plusieurs années auparavant. Les cendres permettent d'avoir l'asepsie de la main si on se lave bien avec. C'est ce qui est recommandé si on n'a pas le savon. Si vous n'avez pas le savon, vous pouvez utiliser les cendres. Et donc, ceux qui sont en milieu rural, où on a déjà un problème d'approvisionnement en denrées, on a un problème de ressources financières, utiliser les cendres correctement peut suffire pour rendre ces mains propres. Dans 3 minutes exactement, nous allons permettre aux auditeurs de participer à l'émission également. Ils vont vous poser des questions, soumettre un certain nombre de préoccupations. Mais parlons un peu de la situation actuelle. Aujourd'hui, vous nous avez dit qu'il y a 5 cas guéris, n'est-ce pas? Absolument. Je viens de sortir de la réunion, je n'ai même pas encore fini, je viens de sortir. Il y a les critères définis pour déclarer un patient guéri. Quand on l'examine, il y a 5 nouveaux patients qui sont guéris aujourd'hui, plus la personne qui était guérie avant le 06 dans notre pays. Demain, il y a des examens complémentaires qui seront faits pour 3 autres personnes. Et dans la journée de demain, si ces examens aussi sont concluants, nous pourrons avoir le nombre de personnes guéries élevé. Oui, aujourd'hui, quelle est la situation en termes de personnes contaminées et en termes de décès? Quelle est la situation? Alors aujourd'hui, sur le site, avant que moi, pas sur le site, selon les données de la Réunion, il y a 28 personnes qui sont des cas infectés, confirmés au Covid-19. Il y a un guéri, c'est la première personne. Il y a un décès. Il y a une personne qui est partie à Cotonou. Et donc, il reste 25 personnes. Ces 25 personnes, c'est ces personnes qui sont aujourd'hui sous traitement, disons, sous surveillance. Donc, sur les 25, il y a 5 qui recouvrent la guérison. Absolument, oui, tout à fait. C'est une bonne nouvelle. Justement, c'est vraiment une bonne nouvelle et surtout, je crois que la population a besoin d'attendre de ces nouvelles pour pouvoir aussi que cette maladie au nouveau coronavirus ne fait pas que des morts, mais il y a des personnes aussi qui en sortent guéries. Et c'est justement des nouvelles comme ça qui rassurent la population parce que l'angoisse de mort, elle est là permanente et il y a des nouvelles qui permettent à la population de se rassurer, de savoir que même en étant malade, on peut guérir de cette maladie. Ça rassure. Et je crois que c'est des nouvelles à diffuser sur les médias, abondamment d'ailleurs. Merci beaucoup, Richard Dekabu. Je rappelle que vous êtes psychologue, que vous intervenez au CH Lobé Commune. Le professeur Claver Daniara, lui, il est enseignant à l'université de Lomé. À partir de cet instant, chers amis auditeurs, vous pouvez participer à l'émission et vous nous posez des questions. Vous soumettez des préoccupations et les spécialistes qui sont là vont tenter d'apporter des éclairages. Et les amis qui nous regardent également sur notre Facebook Live, ils peuvent aussi intervenir puisque certains ont déjà laissé des questions. Je ferai le devoir de les soumettre aux invités dans un instant. On me signale qu'il y a un premier auditeur. Oui, vous mettez les casques s'il vous plaît. Allô? Oui, bonjour. Oui, à votre nom.
Oui, Rodrigue, comment vous allez? Ok, allez-y. Ouais. Merci. Posez deux questions, s'il vous plaît. Oui. Oui. Donc la question, vous avez un souci autour du 111. Bien, merci pour les deux questions. Oui, merci Rodrigue. Après Rodrigue, un deuxième auditeur. Oui, allô? Allô? Pas encore. Donc la question de Rodrigue porte sur la... Allô? Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Oui, Lamboni, allez-y. Bien, merci. Lamboni, on a noté également vos préoccupations. Un troisième auditeur avant de donner la possibilité aux invités de réagir. Après Lamboni, donc, le troisième auditeur. Bonjour. Oui, votre nom? Oui, Kodio, vous êtes en direct. Allez-y, Kodio. S'il vous plaît, vous savez très bien que ils sont là pour faire de la sensibilisation, vous savez. Bien, merci. La deuxième partie de la question, c'est bon?
Ok, bien, merci. Nous avons donc les questions de Rodrigue de Lamboni et de Kodjo. Il y a aussi une question laissée par Martin Agbessi. D'abord, cette question de Martin Agbessi, ça porte sur les cachenets. Est-ce qu'il y a un délai pour l'utilisation de ces cachenets, professeur? Alors, merci. On commence par la dernière question. Oui, allez-y, allez-y. Oui, bon, les cache-nez, c'est-à-dire les masques, normalement, quand vous portez un masque simple, à la fin de la journée, il faut pouvoir s'en débarrasser. Ce ne sont pas des matériels qui sont réutilisables. Maintenant, on peut comprendre que la situation elle est très difficile, il n'y en a pas assez. Si vous pouvez en prendre soin, il y en a même qui en ont fabriqué. Là, il faut prendre soin de pouvoir d'abord bien les désinfecter et si possible les laver avant de les réutiliser. Mais on ne peut pas prendre un seul masque et le garder tous les jours, que Dieu fait l'utiliser. Parfois même le fait de ne pas bien savoir le tenir, on peut même se contaminer sur ces masques-là. Bien, merci. Donc, les masques, pour certains, ce n'est pas à utiliser indéfiniment. La question de Rodrigue maintenant. D'abord, sur l'aéroport, est-ce que vous avez des informations? Alors, oui. Je pense que l'autorité, enfin, le gouvernement a pris une décision de fermer les aéroports tout en gardant la possibilité aux compagnies qui font des fret de pouvoir continuer par venir à Lomé. C'est-à-dire, si on doit acheter du matériel, on dit tout à l'heure qu'on n'a pas de matériel. Si on doit acheter du matériel, que ça doit venir de la Chine, ça doit venir de la France, il faut absolument qu'on le transporte. Il y a tout ce qu'on utilise dans le domaine d'alimentation qui est transporté, qui vient des autres pays. Même les médicaments qu'on utilise pour les autres maladies, indépendamment de coronavirus, il faut que ces médicaments... Donc l'aéroport n'est pas hermétiquement fermé, il y a la possibilité qui est laissée pour qu'on puisse recevoir tout ce qui est matériel pour notre vie quotidienne. Maintenant, je ne sais pas si ce dont la personne parle, c'est pour le transport des voyageurs. En tout cas, quand même, j'ai une réponse sur la page de République of Togo qui écrit. République of Togo dit un vol spécial d'Air France a décollé de Lomé dans la matinée en direction de Paris via Conakry. La France est engagée à rapatrier ses ressortissants et d'autres Européens bloqués au Togo après l'arrêt des liaisons commerciales. Ce vol concerne tous ceux en déplacement temporaire au Togo, mais pas les résidents. Le Boeing 777 est attendu dans la soirée à Charles de Gaulle. Le ministère des Affaires étrangères étudie les modalités de retour pour les expatriés souhaitant regagner donc la métropole. Le gouvernement libanais va mettre en place un dispositif similaire, donc un test sur République of Togo. Maintenant, la question liée au numéro vert. Oui, le numéro vert, c'est le 111. Et quand vous appelez ce numéro, on peut vous rediriger vers les districts sanitaires qui, eux, ont la possibilité de pouvoir mobiliser une équipe pour aller faire des investigations. Dans ces investigations, il peut s'agir de poser des questions à la personne pour voir est-ce que vous avez des signes de Covid-19 et en même temps, cette équipe peut assurer le prélèvement des patients. Donc, c'est pas le 111 permet d'avoir des informations sur le Covid-19. Le 111 permet de vous orienter vers les districts sanitaires qui sont des équipes de prise en charge qui vont organiser le prélèvement et qui vont organiser votre suivi. Et parfois, ce numéro peut être saturé. Il y a des gens qui appellent. Des fois, il y a 2, 3, 4 personnes qui appellent au même moment. Le numéro est saturé. Mais je pense qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises pour élargir quand même les écoutes sur ce numéro. Puisque vous êtes de la cellule, vous serez obligé de répondre à beaucoup plus de questions, mais vous pouvez aussi apporter des compléments si vous en avez. Il y a l'auditeur Lamboni qui évoque une émission sur Radio Kara, et il évoque des cas éventuels à Mango et à Kara. Est-ce que vous avez ces informations? Oui, alors, je m'excuse, tout à l'heure, je ne l'ai pas dit. Il y a une patiente qui a été diagnostiquée à Mango et qui a été transportée au CHR d'Apaon pour sa prise en charge. Elle est actuellement là-bas, elle n'est plus à Mango. Mais il n'y a pas encore de cas diagnostiqué à Kara. Et donc, ce qui a été retenu, c'est qu'on va mettre un centre de prise en charge
dans chaque région sanitaire. Et c'est ce qui a été fait pour ce cas de Mango. Est-ce que Dapon dispose des structures adéquates pour vous faire face à cette situation? Actuellement, il est demandé à chaque région de pouvoir préparer une salle d'isolement. C'est ce qui a été fait, c'est là où cette personne se trouve en attendant que l'équipe ne se déploie pour aller mettre en place tout ce qu'il faut pour une prise en charge réelle. Mais je vous rappelle que 97% des patients n'auront que des signes banals, notamment c'est la fièvre, c'est les maux de tête, c'est le rhume et l'hospitalisation. Le besoin de pouvoir utiliser les outils de réanimation ne vont être nécessaires que à peu près 3%. Et donc actuellement, cette dame, elle est prise en charge au CHR d'Apaon. Et comme la dame qui a été dépistée à Sokoré, qui est prise en charge au CHR de Sokoré, et donc on a 2 patients à l'intérieur du pays qui sont aussi suivis comme les gens qui sont suivis à Lomé. Il n'y a pas de différence dans le suivi qui est mis en place. Et donc pour ces 2 patients, le suivi montre un bon état d'évolution pour l'instant. La dernière question, c'est celle de Kodjo. Et il revient sur la question du plan technique, comme c'est évoqué par beaucoup de... Oui. Alors, avant, il y avait une question sur est-ce que les gens sont informés? Ah oui, en fait, sur la question, sont informés à l'intérieur du pays. Au nord du pays. Au nord du pays. Mais les cas qui sont diagnostiqués à l'intérieur du pays, ce sont nos collègues personnes qui quitté Lomé pour aller investiguer. C'est l'équipe locale de Mango, c'est l'équipe de Sokoré qui, en se basant sur les algorithmes que nous avons mis en place, qui ont pu identifier ces personnes comme des personnes suspectes et qui ont organisé le prélèvement. Ça veut dire qu'au niveau de chaque région, au niveau de chaque district, il y a une cellule qui est organisée pour la prise en charge. Alors la question de M. Kodjo, moi je pense qu'il ne faut pas faire de procès d'intention. On est ici moi je suis ici en tant que personnel de santé. Et toutes les revendications liées à l'amélioration de plateaux techniques tels que identifiés par Synfot, mais nous étions tous d'accord. Donc moi je ne viens pas ici aujourd'hui parce qu'il y a Covid, je viens défendre qui que ce soit. Je suis là pour je fais partie de l'équipe de prise en charge et tout ce qui est fait aujourd'hui, que ce soit par Synfot ou par l'État pour améliorer le plateau technique, nous adhérons à tous ces directs. Il y a la question de Chris depuis Guadivé. Comment se fait la sécurité autour du CH pour éviter de nouvelles contaminations? Alors, par rapport à la sécurité, je crois que le professeur Taillan va m'appuyer dans ce que je vais dire. Au jour d'aujourd'hui, par rapport à la sécurité, il y a déjà l'alentour déjà qui fait que n'y rentre qui veut. Donc il y a déjà une sécurité à l'entrée. Et comme on l'a dit déjà dans le décret, le CHR Lomé Commune n'est plus un centre où toutes les pathologies sont soignées. Et donc c'est un centre maintenant en termes de référence par rapport à la prise en charge des maladies infectieuses, notamment le Covid-19. Donc c'est seulement les patients qui ont été diagnostiqués effectivement au Covid-19 qui viennent. Et donc déjà il y a déjà un tri, un filtre au niveau de l'entrée. Et à l'intérieur il y a des dispositifs qui ont été pris, par rapport à ça. Et donc il y a ce que nous appelons les zones vertes et les zones rouges. Et pas plus tard que le vendredi passé, je rappelle que le personnel médical, le personnel soignant qui a été amené Manu Militaï, je dirais, à prendre la soin des patients qui ont été amenés au CHR. Et il y a eu maintenant un renforcement de l'équipe avec d'autres personnels du CHR qui ont été formés le vendredi passé au niveau justement des mesures sécuritaires à prendre. Et donc pour dire que aujourd'hui sur le plan sécuritaire, il y a ce que nous appelons la zone verte, qui est une zone sécurisée, désinfectée, où on peut circuler comme on veut. Et il y a la zone rouge qui est une zone dangereuse, où ne peut rentrer que si on est vraiment préparé, surtout ce que nous appelons l'EPI. L'EPI, c'est l'équipement personnel
individuel, donc de protection individuelle. Voilà. C'est cet équipement qui permet de protéger le soignant, parce que vous n'êtes pas sans savoir que la première personne exposée, c'est la personne qui prend soin du malade. Et quand cette personne n'est pas protégée, la personne aussi est victime. Donc, il y a des mesures de sécurité qui ont été prises sur le norme international pour sécuriser et le personnel soignant et les malades qui viennent. Il y a des questions qui sont laissées par plusieurs auditeurs, notamment Rodolphe Nyorofou. Il parle de la question de chloroquine. Oui, alors, la question de chloroquine, il y a des essais qui ont été publiés par le professeur Didier Raoult à Marseille, qui démontrent l'efficacité de la chloroquine associée à l'azithromycine sur le coronavirus. Effectivement, dans le protocole médical retenu pour la prise en charge des patients, la chloroquine, l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sont retenus pour les patients qui auront des formes graves de la maladie. Il y a aujourd'hui 3 patients qui sont sur ce schéma thérapeutique-là, au CHR Lomé-Komé. Donc la chloroquine dont il est question, ce n'est pas la chloroquine qu'on a habituellement dans la rue. C'est une forme dérivée qu'on appelle l'hydroxychloroquine, qui est vendue sous le nom de plaquenil pour traiter d'autres affections rhumatologiques, qui a été évaluée à Marseille. Et c'est cette hydroxychloroquine qui est utilisée au CHR Lomé-Komé. David Jossou, lui aussi, il a laissé une question. C'est à propos du gel qui est fabriqué au niveau de l'université par les étudiants. Et il veut savoir le coût. Le gel est disponible, le litre est à 4 000 à ma connaissance, oui, tout à fait. On va retourner au téléphone et on va insérer quelques auditeurs. Et je rappelle également que nous avons plein de questions qui sont laissées par d'autres auditeurs qui, eux, nous regardent à travers le monde, notamment en Guinée, en France, en Belgique. Et des questions qui sont également laissées sur WhatsApp. Ah, oui, bonjour. Oui, votre nom. Oui, comme allez-y. Bien, merci, Komi. Après, Komi, il y a un autre auditeur. Allô? Oui, bonjour. Oui, votre nom? Oui, allez-y.
On a compris ça, on a compris. Oui, c'est ce que j'ai dit, on a compris. On a compris. Ouais. On a compris, s'il vous plaît, M. Abel, on a compris. Bien, merci. Merci. Je rappelle que dorénavant, les auditeurs vont soumettre deux préoccupations, c'est-à-dire deux questions. Après Abel, le troisième. Allô? Oui, bonjour. Oui? Ok. Alors, ok. Merci beaucoup, Rodrigue. Nous allons passer en revue les questions qui ont été laissées par les auditeurs. D'abord, la question de Komi sur la chaîne de contamination à propos de ce Béninois qui a quitté le Togo pour se retrouver à Cotonou. Oui, alors je vais parler d'une façon globale de comment est-ce qu'on suit les gens que nous appelons soit personnes contacts, soit les voyageurs, ceux qui sont rentrés dans. Aujourd'hui, on a plus de 587 personnes contacts identifiées par rapport aux patients qui sont malades. Et ces contacts sont suivis régulièrement avec des délais de prélèvement pour voir est-ce qu'il y a des cas qui vont devenir positifs. Malheureusement, pour celui qui est parti au Bénin, nous n'avons pas encore pu établir sa chaîne, enfin son itinéraire de déplacement. On est en communication avec nos collègues béninois qui sont aussi concernés, puisque la personne a quitté le pour arriver à Cotonou. Et donc, on est en communication pour voir comment est-ce qu'on peut gérer ce problème. Mais sachons aujourd'hui qu'il y a plus de 587 personnes contacts qui sont suivies dans le pays. Concernant également les voyageurs, puisqu'il y avait un problème, une interpellation sur ce sujet, il y a certains qui sont suivis à domicile, qui sont mis en quarantaine à domicile. On leur a bien expliqué les mesures qu'ils devaient prendre à domicile pour éviter de contaminer leur entourage si jamais il était infecté. Il y a certaines personnes qui sont à l'hôtel Ibis qui sont également suivies et on sait que quand on est infecté aujourd'hui, la maladie va se déclencher dans les 14 jours qui suivent. Et donc, pendant cette période, quand on se rapproche de 14 jours, on fait quand même des prélèvements pour s'assurer que ces personnes ne soient pas infectées avant de lever la surveillance. Voici ce qui est fait pour le suivi des cas contacts dans notre pays. Il a donné l'exemple d'une dame qui a été retrouvée dans une banque, qui est de retour d'Europe, qui normalement devait être en confinement, en auto-confinement ou en confinement. Absolument. Voilà, c'est les personnes qui ont quitté
la France, la Belgique ou l'Europe dans les dernières minutes pour arriver. On a établi la liste, mais malheureusement, il y a certaines qui ont donné des numéros de téléphone qui le lendemain n'ont pas marché. Il y a un certain nombre de ces patients-là, enfin pas patients, c'est de ces voyageurs qui sont revenus dans notre pays que malheureusement on a pu retrouver. Et je pense probablement que cette dame est dans le cas, ou alors elle sait bien qu'elle doit être autoconfinée, mais elle est quand même sortie, ce qui n'est pas correct. Abel, sur la question de communication. Alors, non, mais je pense qu'il faut que nos auditeurs écoutent ce qu'on a dit. J'ai dit le premier mot que j'ai prononcé, j'ai dit le masque est à usage unique et quand vous finissez à la fin de la journée, on le jette. C'est ce que j'avais dit premièrement. Maintenant, celui qui est parti coudre son masque en tissu, combien il peut coudre et combien il peut jeter tous les jours. C'est pour ça qu'on s'est dit, si tel est le cas, on sait que c'est un virus qui est très sensible aux désinfectants. L'eau de Javel tue le virus, l'alcool tue le virus. Si au cas où vous ne pouvez pas jeter votre masque et le changer quotidiennement, si c'est fait dans un bon tissu et que c'est ce que vous avez pour l'instant, mais vous le désinfectez, vous le lavez, vous le séchez, c'est propre, c'est sec, vous pouvez le réutiliser. Voici l'information que je mets. Les masques, les petits masques qui sont vendus dans les pharmacies, ces masques sont à usage unique et dès que vous finissez votre journée, vous devez le jeter. Abel lance également un appel à l'État à intervenir pour contenir le prix des gels et des masques sur le marché. Absolument. Cette affaire ne concerne même pas seulement le gel et le masque. On a vu qu'un certain nombre de prix et produits de denrées alimentaires ont augmenté. C'est une décision globale que le ministère du Commerce doit pouvoir gérer. Et je pense que le ministre, on l'a vu la dernière fois, il a visité un certain nombre de marchés ou de boutiques pour s'assurer de la véracité et du maintien des prix. Ça concerne aussi les masques. En fait, il y a flambé parce qu'il n'y en a pas assez. Le jour où on aura assez, les prix redeviendront tout à fait normaux. Il y a la question de Émile Fiossé qui également nous regarde sur notre live Facebook. La question concerne la psychose qu'il y a autour de cette maladie. C'est vrai qu'au début de l'émission, on a quand même rappelé que le coronavirus n'égale pas forcément à la mort, mais puisque lui, il insiste que vous reveniez sur la question, parce qu'il y a trop d'informations qui circulent autour de ce coronavirus. Question de rassurer les auditeurs. Allez-y. Alors, comme on vient de le dire tout à l'heure en début d'émission, on sait qu'on est dans une pandémie. La pandémie, ça voudrait dire que c'est une maladie qui affecte les 5 continents. Donc, personne n'est épargné. Et donc, et comme on l'a dit, tout le temps, les informations qu'on a, c'est des informations alarmistes où on nous délivre à chaque instant le nombre de morts. Et donc, ça fait qu'il y a un certain nombre de peurs qui arrivent au niveau des personnes. On se demande de quoi demain seront, est-ce que nous ne serons pas infectés aussi? Et n'oublions pas aussi que c'est la rapidité par laquelle on peut être vite contaminé par ce virus-là qui est invisible, qui fait peur aussi aux personnes. Mais ce qu'on peut dire ici, c'est surtout l'information qui passe en termes de prévention qui est là. Et je crois que c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, on sait comment on peut prévenir cette maladie. Et déjà de savoir comment prévenir cette maladie, tu vas rassurer normalement la population. Tu vas lui permettre de dire, mais si j'adopte les mesures idoines qu'il faut, je suis prévenu, je dirais à 99% de cette maladie. Voilà. Maintenant, il y a d'autres peurs qui sont là. Ce n'est pas forcément la peur d'être contaminé par la maladie, mais il y a la peur peut-être du confinement, la peur, et on sait que cette crise engendre d'autres crises, la crise économique, le travail qui ne marche plus, ainsi de suite. Donc, il y a d'autres peurs qui sont là aussi. Et donc, et c'est normal que les personnes on doit avoir peur. Et l'essentiel, c'est qu'on puisse respecter les mesures qui sont mises en place
pour que rapidement la chaîne de contamination soit coupée et qu'on puisse retrouver rapidement la sérénité et voilà qu'il faut. Est-ce qu'on peut dominer cette peur? Est-ce qu'on peut la dominer? Est-ce qu'on peut l'oublier? La peur, mais on ne peut pas l'oublier, mais on peut y faire face. Il y a des mesures qui permettent à l'individu de faire face à cette peur qui est là. N'oublions pas que cette peur, c'est une peur naturelle. Et donc, comment faire? La première des choses, c'est de ne pas être surexposé à toutes les informations qui passent. Parce que le cerveau, quand à un moment donné, il y a ce flux d'informations qui est là, à un moment donné, le cerveau est bloqué, est dans une certaine confusion. Et donc, on n'arrive plus on est paniqué. Et c'est cette panique-là qui fait que les personnes ne se retrouvent plus et vont commencer même pas à développer ce que nous appelons des maladies somatiques. Vous allez voir des personnes qui n'arrivent pas à dormir, ils ont l'insomnie, des personnes qui vont même tousser, qui vont avoir du mal à respirer, et des personnes qui vont même présenter, je dirais, tout, même les symptômes du Covid-19, alors que c'est rien que c'est de la somatisation, il n'y a rien d'organique par rapport à ça. C'est la peur, cette peur-là qui entraîne tout cela. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'on conseille en tant que psychologue à ces personnes, c'est de limiter le flux des informations qui nous arrivent et de ne s'en tenir qu'aux informations essentielles qui nous proviennent des autorités fiables. Par exemple, l'État, l'OMS, voilà, et de prendre le temps pour se distraire, de développer des activités de relaxation telles que le sport, bien manger sainement, voir la vie autrement et surtout relativiser les choses. Et je le dis souvent, tout passe. Il y a eu beaucoup de pandémies, mais ces pandémies-là sont passées. Et donc de nous dire aussi que tout va passer. Merci beaucoup. Avec le professeur, nous allons rappeler les quelques grandes mesures qui ont été prises notamment par le gouvernement, à savoir par exemple l'interdiction de se rendre sur le littoral et la fermeture des églises. Et à propos de la fermeture des églises, je vais vous lire ce tweet du confrère Silvio Combé, l'arrêt des cultes. Le Togo ne blague pas avec un pasteur de l'église de donne pas le nom de l'église, vient d'être interpellé en plein culte. Les fidèles ont pris la poudre d'escampette. Ça s'est passé donc ce matin. Et comment comprendre que certains ne veulent pas respecter les directives qui sont données par les autorités? Oui, je pense que il faut qu'on continue la sensibilisation, mais il faut également qu'on puisse sévir. On a dit les rassemblements sont une cause de propagation de ce virus. Et donc, nous tous, nous devons aller dans ce même sens. C'est pour ça que les églises sont fermées, c'est pour ça que les mosquées sont fermées, c'est pour cela qu'on a demandé de ne plus aller à la plage, c'est pour cela qu'on a dit de réduire le nombre de personnes devant participer à des funérailles. Il faut que nous tous nous inscrivions dans ce sens pour pouvoir arriver à réduire le risque de contamination. Aller faire des cultes en catimini, en cachette, je ne sais pas c'est à quelle fin, mais sachant que nous tous nous sommes en risque si nous continuons par se comporter de la sorte. Moi je connais un agent au maire qui me disait le vendredi qu'il sortait d'une réunion où il a interpellé 3 pasteurs qui faisaient aussi des cultes en cachette dans la préfecture de Sur, ce qui est contre-productif, ce qui est négatif, et ce sont ces comportements qui vont favoriser la diffusion de la maladie à coronavirus. Nous devons tous comprendre que pour le moment, tout rassemblement est un risque de contamination et s'y tenir. Nous allons voir. Oui, allez-y. Peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est, je crois que le Togolais est d'abord croyant, et donc c'est la prière ou la méditation, le culte aussi, c'est un facteur de résilience, c'est un facteur qui permet aux Togolais de pouvoir faire face à cette maladie. Mais il faut comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, comme on sait que la propagation de cette maladie est beaucoup dans certains pays, la flambée de la maladie dans certains pays, c'est justement par rapport au lieu de rassemblement. On sait que c'est par la voie aérienne, voilà, notamment par le contact avec le bout salivaire que les personnes sont. Maintenant, il faut dire le gouvernement a adopté cette mesure-là pour aider la population. Et donc, normalement, les pasteurs qui font ces genres de choses-là, c'est des pasteurs qui ne sont pas, qui ne comprennent pas
la réalité de ce mal qui sévit. Et donc, il va falloir les sensibiliser davantage pour qu'ils puissent savoir que, mais, oui, il faut prier, mais pas rassembler un grand nombre de monde avant de faire. Et en le faisant ainsi, ils sont en train de continuer par transmettre, à propager cette maladie. Et à la question de Jacques depuis Lancouvi, est-ce qu'un patient qui a été guéri du Covid-19 peut être recontaminé? Alors, les données scientifiques dont nous disposons aujourd'hui montrent que si on est guéri, le risque de se recontaminer au cours de cette épidémie est pratiquement nul, pratiquement zéro. En Chine, on n'a rapporté aucun cas de quelqu'un qui est guéri, qui s'est recontaminé jusqu'à présent. Donc on pense que c'est une maladie, quand tu le fais une fois, pour cette série au moins, on sera protégé et immunisé. Il y a une question également qui est laissée par un auditeur, je n'ai pas malheureusement son nom. Est-ce qu'il y a un risque de contamination élevé pour ceux qui sont autour du CHR Lomé, notamment des quartiers, les Drenaoué, Krigé, etc.? Voilà, il y a des habitants de ce quartier qui m'ont interpellé sur cette question. Le risque de contamination quand on est dans les quartiers aux alentours du CHR Lomé commune est de zéro. Et nul, c'est le risque qu'on aurait quand on serait à Balébédo, quand on serait vers Nyekonakoué, parce que la distance qui sépare le CHR Lomé commune des habitations ne permet aucune transmission. Donc il faut que les gens soient tranquilles dans leur maison. Ce n'est pas parce qu'on a hospitalisé des cas là-bas qui seront contaminés. La question de Joseph. Joseph dit, sur les réseaux sociaux, il se dit beaucoup de choses. Notamment, par exemple, il est conseillé de ne pas utiliser les masques nouvellement arrivés parce qu'ils infectent plutôt les gens. Cette semaine, on a même présenté l'image d'un homme dont les lèvres ont été gonflées. Que nous conseillez-vous? C'est la question de l'auditeur. Non, c'est des spéculations, c'est des fake news. Les gens inventent. La preuve, il y a plein de gens qui achètent ces masques, qui les utilisent, il n'y a aucun souci. Je ne vois pas quelle entreprise aujourd'hui ou quelle firme aujourd'hui a déjà en stock le coronavirus et qui va le mettre sur les masques qui sont fabriqués. Non, ça n'a pas de sens. Ça, c'est de fausses informations. Il ne faut pas qu'on tienne compte de cela. Oui, justement, vous êtes psychologue. Il se raconte plein de choses sur les réseaux sociaux, notamment des théories complotistes contre les Noirs. Est-ce que vous pensez qu'une partie des populations du monde aurait un certain intérêt à éliminer une partie? Est-ce que vous pensez à ça? Je ne pense pas personnellement. Jusqu'à preuve du contraire, je ne pense pas. Je pense que cette pandémie-là, voilà, arrive à tout le monde et tout le monde déploie les moyens pour pouvoir s'en sortir. Et je ne vois pas quel pays ou quel gouvernement va s'hasarder maintenant, va se dire maintenant que déjà qu'ils font face à cette pandémie chez eux, ils n'ont pas encore fini. Maintenant, ils vont se dire, mais il faut qu'on décime l'Afrique. Je pense que ça, c'est le fantasme de certaines personnes qui pensent. Et justement, je voudrais dire que souvent, dans ces genres de conditions, quand ces événements arrivent, il y a des gens qui sont avides du sensationnel. Et donc, ils vont envoyer des nouvelles assez bizarres sur les réseaux sociaux, histoire de dire que il y a des informations à donner. Mais ces informations n'ont aucune preuve scientifique. Aucune analyse n'a été faite sur aucun masque pour dire que oui, on a retrouvé, voilà, sur les masques qui sont arrivés du coronavirus. Voilà, quels peuvent être les intérêts de certains, par exemple, à vouloir faire peur, à créer la panique? Je ne saurais le dire, mais c'est vrai, il y a certaines personnes comme ça qui, comme je dis, ils sont en vie du sensationnel, ils ont envie de... C'est des personnes alarmistes, comme on va le dire. C'est des personnes qui sont alarmistes, qui voient le mal partout, qui voient le danger partout. Comme on dit, c'est comme on va dire des personnalités paranoïaques. Donc il y a de ces gens-là aussi qui sont là, qui voient le mal partout, à chaque niveau, voilà, et qui vont voir dans le geste de ce que l'autre fait, qui va voir toujours des gestes menaçants, qui fait des choses pour faire du mal à soi ou à autrui. Donc, il y a aussi de ces personnalités-là. Et donc, ce que nous disons surtout à la population, c'est de ne pas, c'est d'arriver à faire le tri de ces informations, de ne se fier qu'à des médias qui vont vous donner des informations vraies et justes. Voilà. Sinon, on pollue notre cerveau.
moi, je voulais rebondir sur justement cette question de complot contre les Noirs, on veut éliminer les Noirs. Ah bon, si tel est le cas, c'est raté pour la personne. Ça, c'est pour blaguer. Aujourd'hui, les Chinois, je ne pense pas qu'ils sont noirs. Les Européens, je ne pense pas qu'ils sont noirs. Là où aujourd'hui, on a plus de 30 000 décès dans le monde. Et c'est dans quel pays on a ces décès-là? C'est en Italie, en France, aux États-Unis, en Espagne, en Chine. Donc, comment on peut mettre en place une théorie pour éliminer une race? Et c'est ceux qui mettent en place la théorie qui en payent le lourd tribut. Ça n'a pas de sens. Il y a des gens aussi qui disent que bon, on a inventé un vaccin qu'on a contaminé et qu'on va envoyer en Afrique pour vacciner les gens. C'est vraiment, c'est de n'importe quoi. Et il ne faut pas qu'on se fie à ces rumeurs-là. Si un vaccin qui sort aujourd'hui, là, la priorité, c'est d'abord de vacciner les Européens. C'est eux qui sont aujourd'hui au front. Donc, dans tous les cas, il n'y a même pas encore de vaccin. Bien. Il y avait 8 cas et cela suppose que ce dimanche, la coupe n'a pas bougé. Alors, les chiffres de ce matin, je ne l'ai pas avec moi parce que je suis parti un peu plus tôt. D'ici la fin de la journée, je pense que s'il y a des cas positifs, le site sera actualisé et mis à jour. Mais sachons que dans les jours à venir, il y aura encore quelques cas positifs. Nous ne sommes pas encore... Moi, je viens de voir, je viens de voir là, il y a 30. Voilà. Ça fait 2 cas, 2 nouveaux cas qui se sont il y a 30 cas confirmés, voilà. Puis il y a 22 cas actifs, et puis il y a 7 cas guéris. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure sur le plateau. Et donc, ça a été actualisé. Les cas guéris sont remis sur le site. Il y a 2 cas de positifs. Ce qui est encourageant pour moi, c'est que quand on voit le nombre de cas positifs, c'est 1, c'est 2, c'est 3 par jour. On n'est pas dans un scénario où on a 10, 15, 20, 30 cas par jour. Ça veut dire qu'il y a un bon travail de suivi quand même qui est fait. Et quand on regarde, on fait l'analyse, 80% des cas positifs, c'est ceux qui ont voyagé. Donc la contamination à partir de ceux qui ont voyagé vers les autochtones, c'est-à-dire les résidents, ceux qui n'ont jamais voyagé, cette contamination ne se fait pratiquement pas ou est difficile. Ça veut dire que les gens comprennent. Ils sont réceptifs au message. Quand vous sortez même en ville, dans les derniers jours, vous voyez qu'il n'y a pas une grosse circulation. Ça veut dire que le message passe. Continuons dans ce sens pour que d'ici les jours à venir, on puisse réduire cette épidémie. Il y a cette analyse qui est faite par certains observateurs. Quand vous prenez la taille du Togo avec les 7 millions d'habitants, quand vous avez les 30 cas confirmés, les près de 500, vous avez dit 500 cas contacts, plus de 500 cas contacts. Quand vous faites le rapport avec des États comme le Nigeria ou la RDC ou encore le Sénégal, est-ce que ce n'est pas déjà beaucoup pour le Togo? Alors, beaucoup. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est une maladie, c'est une infection qui va très vite dans les grosses agglomérations, les grands regroupements de population. Et donc, comme vous le voyez, c'est Lomé. C'est à Lomé, on a le plus grand nombre de cas. Mais il ne faut pas comparer comme ça par rapport à d'autres pays ou à d'autres villes. La preuve, dans la sous-région ouest africaine, le Togo a été pratiquement le premier à déclarer son cas. C'est après qu'on a eu au Burkina, c'est après qu'on a eu en Côte d'Ivoire, etc. Donc, alors quand vous voyez ces pays, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la progression est plus importante, et même le Sénégal. Donc, 30 cas par rapport, ça fait pratiquement un mois que le premier cas a été... Je pense que la progression n'est pas aussi importante, et nous devons continuer dans ce sens pour limiter la propagation du virus. Et ces derniers cas qu'on a eu, les tout derniers cas là, c'est les voyageurs, c'est ceux qui sont revenus de leur voyage, soit en ou c'est ceux qui sont des résidents en Europe qui ont rentré ces derniers jours. C'est souvent ces gens-là qu'on trouve infectés. On va encore retourner au téléphone pour quelques auditeurs qui patientent depuis quelques instants déjà au téléphone. Allô, bonjour. Oui, qu'est-ce que vous voulez ajouter? Oui, à propos de la banque.
Bien, merci. Merci, Komi, pour cet ajout. Nous allons, après Komi, insérer un deuxième auditeur. Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, quel est votre nom, s'il vous plaît? Oui, allez-y. Bien, bien, merci. Bien de choses à l'enfant qui pleure derrière vous. Il y a plusieurs questions. En attendant d'avoir un regard sur les questions des auditeurs par téléphone, il y a des questions qui sont laissées depuis quelques instants sur notre page Facebook et également dans les groupes WhatsApp. Est-ce qu'il y a un centre de prise en charge pour les malades du Nord au Togo? Tout doit être ramené à Lomé. C'est vrai que vous avez répondu déjà à cette question, mais c'est un auditeur qui sans doute vient de commencer par nous écouter. D'accord, oui. Je peux y aller? Oui, allez-y. Oui, je reviens là-dessus. Je dis, il a été décidé de mettre en place un centre au niveau de chaque région sanitaire pour la prise en charge des patients, que ce soit au nord du Togo, au centre ou au sud, même région maritime, c'est-à-dire Tchévier aura un centre de prise en charge. Et je rappelle que actuellement, il y a un patient qui est pris en charge au CHR Sokolé, il y a un patient qui est pris en charge au CHR de Dapaon. Et donc, dans les jours à venir, il y a une équipe qui va quitter Lomé pour aller réorganiser ces centres et aider le personnel sur place à mieux prendre en charge ces cas. Est-ce que la cellule de riposte a mis en place par le gouvernement, a pris des dispositions pour qu'on ne filme plus l'état dans lequel se trouvent des patients au CHR de comme il sait? La question de Bertrand depuis Didé-Domé. Oui, alors la sécurité a été renforcée, c'était un événement malheureux qui ne devrait normalement pas arriver dans un centre de prise en charge. La sécurité a été renforcée et donc, moi je profite sur ce plateau pour dire que le CHR Lomé Commune n'est pas un centre de villégiature où les gens peuvent se lever comme ça et dire je vais aller visiter le centre où on prend en charge les patients de coronavirus. Si vous n'avez rien à faire pour apporter des soins aux patients, s'abstenez-vous de rendre visite à ce centre-là. Une question, cet auditeur également, je n'ai pas son nom. Les pays comme le Burkina et le Bénin se mettent ensemble pour des essais cliniques avec la chloroquine et la pivirine du Bénin. Qu'en est-il de nos patients et que préconise l'État togolais? Finalement, c'est je suis. Oui, tout à fait. Moi, j'ai pris connaissance de cet essai clinique à partir d'un produit antiviral mis en place par une équipe béninoise. Et cet essai va être fait au Burkina et au Bénin. Et donc, l'équipe de prise en charge médicale, nous aurons une réunion demain. On verra comment est-ce qu'on peut se rapprocher de nos collègues du Bénin, puisque le médicament est produit par une équipe du Bénin. Donc, c'est un médicament qui existait depuis. Ce n'est pas à cause de coronavirus que ça a été découvert. On va se rapprocher de cette équipe pour voir ce qu'on peut faire en matière de collaboration. Dans tous les cas, les essais qui sont faits dans ces pays peuvent nous servir si jamais les résultats sont concluants pour l'utilisation de ce produit dans notre pays. Il y a la question de David. Il y a certains qui continuent de dire que la maladie n'existe pas, n'existerait pas au Togo. Que dit à cela? C'est la question de David. Alors, ce que je peux dire, les personnes aussi, il faut dire aussi qu'il y a, quand des événements comme ça arrivent dans un milieu ou en un pays, chacun a ses mécanismes de défense pour pouvoir faire face à cet agresseur-là, à cette menace qui est là. Et un des mécanismes de défense que l'homme peut avoir, c'est le déni de la maladie. Donc il y a certaines personnes qui vont rentrer dans un déni, pour dire que la maladie n'existe pas. C'est une façon à eux de se protéger contre le mal. C'est sur le plan psychique. Ils n'en sont même pas conscients,
mais c'est le déni de la maladie. Ils sont dans le déni de cette Est-ce que c'est pas maladie. dangereux? C'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est des personnes qu'il faut aider, justement. C'est des personnes qu'il faut aider sur beaucoup pour qu'ils arrivent à voir que cette maladie existe bel et bien, mais qu'il y a des moyens pour se prémunir de cette maladie. Justement, c'est pour ça que des psychologues, des psychiatres et autres ont été mis en place. Ils ont mis en place des lignes vertes pour pouvoir aider la population, les personnes qui sont en détresse pour faire face à cette pandémie. Parce que en fait, si on voit bien en finish, les personnes qui ont peur de cette maladie sont plus nombreux même que les personnes qui ont été contaminées par cette maladie. Et donc, si on ne sait pas faire, on ne réagit pas contre cette peur-là, on aura plus de personnes qui vont développer des symptômes par rapport à l'angoisse que des personnes qui sont réellement malades du Covid. Merci. La question de Komi qui parle d'un pic de mort avant la décision, avant de décider un confinement. Non, c'est pas comme ça. On ne se réveille pas un beau matin pour dire allons au confinement. Il faut analyser tous les contours parce que le confinement, c'est la mesure extrême qu'il faut prendre. Et donc, sur le plan épidémiologique, on suit l'évolution. En Afrique, seule l'Afrique du Sud est aujourd'hui en confinement. Et la RDC qui avait décidé le confinement l'a reporté de quelques jours. Il ne faut pas oublier, ce n'est pas une décision qui est facile à prendre. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a une frange de notre population qui vit au jour le jour. Vous dites qu'il y a confinement, tout le monde reste chez soi, reste chez lui. Celui qui n'a rien à manger, il va trouver des moyens pour sortir et ce seront des décisions contre-productives. Donc il faut bien analyser la situation et prendre cette décision au moment où c'est nécessaire. Avec 30 cas dans un pays, l'analyse continue, on réfléchira pour voir s'il faut aller au confinement. Depuis 48 heures, il y a quand même cette rumeur qui parcourt les marchés du Togo, les rues également, et qu'un confinement général de la population togolaise sera décidé pour compter de demain. Donc, à cette heure, officiellement, il n'y a pas une information pareille. Moi, je n'ai eu aucune information là-dessus. Le gouvernement peut-être va communiquer là-dessus dans les jours à venir. Et voilà. À propos de chloroquine, c'est la question de Christian. Est-ce qu'il y a une évolution par rapport à ceux qui sont soumis à ce traitement au niveau du chercheur? C'est trop tôt pour se prononcer. Et puis le chiffre aussi est très faible. Il faut noter quand même que un grand nombre de patients vont évoluer naturellement vers la guérison avec ou sans chloroquine. Donc 3 patients, on ne peut pas tirer une conclusion tout de suite, surtout qu'ils sont au début de leur traitement. On va faire l'évaluation après les 14 jours de durée de la maladie. Depuis quelque temps, c'est la course à l'automédication. Il y a un certain nombre de plantes qui sont prisées, dont les prix même sur le marché ont flambé. Il y a par exemple le Nimon qu'on connaît, et il y a également le Nîmes ou le quinine. Qu'est-ce que vous voulez dire à tout ce qui s'adonne à de l'automédication depuis quelques jours? Bon, alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la chloroquine qui a été testée, qui a été évaluée chez certains patients et qui donne une certaine amélioration quand on l'utilise. La chloroquine, elle est différente, sa composition, elle est différente de la quinine, elle est différente de Aloma, elle est différente de Nimon. Et donc, ce n'est pas parce qu'il y a une herbe qui est amère, comme la chloroquine, qu'elle va aller faire le même travail que la chloroquine. On se trompe lourdement. Et donc, toutes ces automédications n'apporteront rien du tout parce qu'il n'y a jamais eu une évaluation pour prouver leur efficacité. Et donc, revenons à ce qui est connu, ce qui est scientifique aujourd'hui, c'est la chloroquine. Les autres produits, à l'heure où nous parlons, n'ont démontré aucune efficacité sur le coronavirus. C'est la même question. Un conseil aux auditeurs? Oui, je pense qu'on est toujours dans cette peur-là, hein, la peur d'attraper la maladie, la peur de mourir, et donc on veut prévenir ça en sautant sur tous les moyens qui tombent dans nos mains.
Et justement, cette peur va faire qu'on va adopter des comportements qui sont inadaptés. Moi, j'ai appris même qu'aux États-Unis, il y a un patient qui avait pris de la chloroquine antipréventif, il en est mort. Donc voilà comment la peur peut nous amener à faire des actes qui sont disproportionnés. Ce qu'on invite la population, c'est de revenir aux informations essentielles qui sont vérifiées scientifiquement et qui sont données par les autorités compétentes et par l'OMS. Camille Sodo, il dit nous sommes en Afrique pourtant. Et que fait-on de la médecine traditionnelle? Alors, je reviens d'abord sur la question de la chloroquine encore. Alors, ce qui est retenu aujourd'hui, la chloroquine est utilisée pour traiter les malades. La chloroquine n'a jamais été utilisée pour faire la prévention. Il ne faut pas que les gens se réveillent, disent, moi j'ai chloroquine, je prends un comprimé, je m'en vais, je suis prémuni, et donc je ne vais plus faire les gestes barrières, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, se laver les mains, les masques, la solution hydroalcoolique, parce que j'ai pris un ou deux comprimés de chloroquine. La chloroquine n'a pas été utilisée, en tout cas pour ce qu'on lui connaît, comme un médicament de prévention, mais c'est comme un médicament pour traiter. Maintenant, la médecine traditionnelle, oui, il y a beaucoup de plantes en Afrique, comme il y en a dans les autres pays, hein. Et donc, la médecine traditionnelle peut jouer un rôle à condition qu'on travaille ensemble. La médecine conventionnelle et la médecine traditionnelle. Et donc, s'il y a des produits, on regarde la composition, on l'évalue, on le traite, on l'essaye sur 1, 2, 3 patients pour voir ce que ça donne. Ce qui est déplorable, c'est qu'il y a des gens qui vont débarquer avec un flacon dans la main pour dire, moi le produit que j'ai là, ça traite le coronavirus. Mais le coronavirus, là, quand est-ce que vous avez eu des cas, vous avez essayé et nous on ne sait pas. Donc le volet évaluation de l'efficacité du traitement reste très important. Comme je le dis, il y a une équipe béninoise qui a mis en place un produit qui est aujourd'hui en évaluation au Burkina Faso et au Bénin. On verra ce que ça donne en termes d'efficacité. Voilà une démarche scientifique. En un mot, quelle est la durée de vie d'une pandémie? Est-ce qu'on peut la limiter dans le temps? Question très difficile. La grande pandémie qui a eu lieu et qu'on cite en exemple, c'est la pandémie de 1918. C'est une grippe, on appelle ça la grippe espagnole. Elle a duré pratiquement 1 an. Et donc, du moment où ce qui va arrêter la pandémie, ce sont les mesures préventives. Si on prend ces mesures préventives, en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, l'épidémie peut s'éteindre. Mais si on ne prend pas toutes ces mesures au même moment et partout à la fois, l'épidémie peut traîner dans le temps et ça peut durer longtemps. Merci. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui, top niveau, on a 1 mois, l'épidémie va finir, on a 2 ans, ça va finir. Non, on ne peut pas le dire. Merci beaucoup, professeur. Merci d'être venu. Professeur Clavet Dagniran de l'Université de Lomé. Merci à Dekambi Richard, psychologue au CH Lomé Commune. Cette émission, elle s'achève ainsi. Merci à Romanic Fritas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierrot Atiobé. Au revoir. Il y avait une question à laquelle je voulais répondre, mais malheureusement, on n'a pas eu le temps. C'était le monsieur qui disait ça, Rodrigue, hein?